Yo, c'est les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et c'est votre gars sur Jeff, J-E-F, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore, on va parler de rap ivoirien. Je dis, aujourd'hui, on va parler de rap ivoirien. Les gars, moi je parle de rap, on va parler de rap ivoirien. Quelle affaire de tableau, même moi, mais ici mis dedans même. Donc vous tous, c'est l'affaire des tableaux là qui vous intéresse. Donc on va parler de ce fameux tableau du naufrage de la Méduse. Générique. Si j'avais pas fait une vidéo là-dessus, je sais que beaucoup de personnes m'auraient poursuivi dans la rue. Parce que c'est l'une des choses qui a été le plus demandée sous la dernière vidéo concernant le featuring entre Youssoupha et Suspect 95. Et il y a eu une interview récemment entre les deux qui a été publiée sur la chaîne YouTube de Pulse où ils avaient parlé du son et autres. Moi je pensais qu'ils allaient parler de ça, du fait qu'ils avaient choisi cet endroit et tout, mais ils n'ont pas parlé de ça. Bref, au fait ce qui est intéressant c'était une interview détente et tout ça. Donc aujourd'hui vidéo spéciale, on va faire une vidéo du genre story time, mais c'est pas mon histoire à moi qu'on va raconter. Je vais vous raconter l'histoire concernant la frégate de la Méduse. Et comme il s'agit d'une vidéo d'art, une vidéo concernant le côté artistique et tout ça, la vidéo aujourd'hui est en partenariat sponsorisé par Ultime Griot. Ultime Griot, c'est une boîte qui est spécialisée dans tout ce qui concerne déjà les bandes dessinées et actuellement ils préparent même des séries animées et tout ce qui concerne les dessins animés et les bandes dessinées africaines. Ils ont déjà fait sortir des livres et autres, des romans et tout qui ont déjà fait eu un gros succès. Il y a par exemple la première bande dessinée qui est sortie qui s'appelait Ultime Griot. Et l'histoire d'un jeune griot, comme le nom l'indique, un jeune griot autre qui a une histoire assez rocambolesque, digne d'un film hollywoodien. Et l'autre livre également qu'ils ont fait sortir, c'est que 4 contes dans lequel ils récupèrent plusieurs contes d'Afrique et tout ça. Aussi un truc assez intéressant. Et récemment, leur dernier ouvrage qu'ils ont fait sortir, c'est Mariam joue à la balle. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils connaissent bien le livre de lecture Mariam joue à la balle. Balle, ce petit délire là. Puisque Didi B a décidé de nous sortir tous les sons qu'on avait à la maternelle, c'est le moment bien choisi pour aller lire une bande dessinée qui s'appelle Mariam joue à la balle. Bref, pour ceux qui veulent plus d'informations et plus de détails concernant Ultime Griot, les liens de leurs comptes sociaux seront en description et épinglés en commentaire. Vous pourrez voir un peu tout ce qu'ils font. Et ceux qui ont des enfants qui veulent se débarrasser d'eux, qui veulent les confier à des personnes pour s'en occuper pendant que eux ils vont faire leur paya. Ultime Griot également fait des séances de cours de dessin pour les enfants. Bref, ils font tout ce qu'il faut concernant l'art, le divertissement africain. Tous les liens sont en commentaire et en description, sont en commentaire épinglés et en description. Allez checker ce qu'ils font un travail exceptionnel. Merci à eux de voir sponsoriser et être en partenariat pour cette vidéo. Concernant la frégate de la Méduse, l'histoire de la frégate de la Méduse. La frégate de la Méduse, c'est un navire. C'est un navire, mais il n'était pas seul dans l'histoire. Il y avait plusieurs autres bateaux. Et retenez une chose, à la fin, le bateau doit couler. Bon, pas couler en tant que tel, mais le bateau doit chavirer. Mais selon certaines recherches d'informations que j'ai recueillies, pour qu'un bateau puisse couler, il faut plusieurs mauvaises décisions qui soient prises à la chaîne. Et ensuite, que la météo ne soit pas favorable. Donc, il faut que tout ça soit réuni en même temps pour que le bateau puisse couler. Parce que tout est fait pour que le bateau ne coule pas. C'est un bateau. C'est son travail, c'est son job de ne pas couler. Déjà, il faut rappeler que l'histoire se passe en 1816. Et la France vient d'avoir un nouveau roi qui est Louis XVIII. Et la France est en pleine phase de pouvoir recevoir restitution de tout ce qu'ils avaient comme bien à eux. Et tout cela arrivait après les nombreuses guerres napoléoniennes et le fait qu'il avait été destitué. Donc tout ce qui appartenait à la France est en train d'être restitué par les autres pays et les autres royaumes qui l'avaient prise à son temps. Et là les Anglais ils restituent un peu tout ce qu'il y a comme bien aux Français pour déjà féliciter Louis XVIII qui a fait du bon boulot parce qu'il a permis de rétablir la monarchie et empêcher que le côté république se répande un peu partout en Europe. Donc c'est déjà pour le féliciter de cela qu'on dit ok, tu as fait du bon boulot, tu as chassé le mec, donc tiens, on te restitue certaines choses. Donc les gars, pour pouvoir les récupérer le port Louis, qui s'appelait à l'époque mais qui est tout simplement Dakar, le roi a décidé d'envoyer 4 navires pour aller récupérer tout ce qui leur appartenait en Afrique et tout. Et dans ces 4 navires-là, il y a notre fameux navire, le navire de la Méduse. Il y a la Loire, l'Écho et l'Argus. Donc c'est ces 4 navires-là qui sont envoyés pour pouvoir les restituer, pour ne pas dire récupérer ce qui appartenait aux Français. Mais dans cette équipe de 4 navires qui vont pour aller récupérer cela, il y a 2 qui sont très lents. Normalement, ils doivent aller en équipe et il y a déjà 2 qui sont lents. Ça annonce déjà les couleurs. Et ça fait que les navires, au lieu de partir, de naviguer ensemble et tout, en plus qu'il y a déjà 2 bateaux qui sont lents, qui va pas arranger l'affaire, les gars, on leur donne une mission, aller récupérer un truc qui nous appartient à nous tous. Les 4 navires, ils ont cette superbe idée de faire la course. Ça
savoir qui va arriver en premier pour pouvoir faire les meilleures affaires, faire une nouvelle vie, kiffer sa best life en Afrique. Chacun décide de faire ce qu'il veut. Là, ils sont en mer, là, le roi, on s'en fout. Et maintenant, pour pouvoir diriger cette fameuse aventure de 4 navires qui vont faire n'importe quoi, le roi décide de nommer un certain Hugues du Roi. Et le Hugues du Roi, sa particularité à lui, c'est que déjà, sous l'ancien règne, il était déjà commandant de navire et tout ça. Là, ça va. Jusque-là, ça va. Mais le souci avec lui, c'est que ça a fait plus de 20 ans, certains me disent 25 ans, qu'il n'a pas du tout navigué. C'est-à-dire le gars, il est nommé à la tête d'un groupe de personnes qui vont sur l'eau, mais lui, ça fait plus de 25 ans, il n'est pas parti sur l'eau. C'est comme si vous décidez d'avoir comme chauffeur de bus un gars qui n'a pas conduit pendant des années. Si même pour les voitures, le permis de conduire se périme, donc imaginez pour l'eau. Et c'est lui qui est à la tête de ce groupe de personnes qui font n'importe quoi. Mais là, c'est un truc qui est assez propre parce qu'on appelait avant la monarchie. Parce que les gars, la royauté, c'est pas le fait que tu sois bon ou pas. C'est le fait de, est-ce que t'es parenté à moi? C'était ça. Dans le CV, on regardait pas du genre, ah oui, le gars, il a fait de très grandes études. Ah oui, t'as nombre d'années d'expérience? Super, c'est magnifique. Oh, vous avez déjà navigué? Oh, c'est excellent. Non, pour la monarchie, c'était, ah, tu as navigué longtemps. Super. Qui est ton frère? Ah, et ton oncle? Tu n'as pas un cousin éloigné là-bas? Personne? Chômage. Ok, toi? Jamais navigué du tout. Ah, et rappelle-moi, t'es qui? Mon petit frère. Tu as tout fait pour le poste. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc c'est un peu comme ça que le pays, ou pour ne pas dire le royaume, était géré. Donc retenez bien. On a 4 navires qui vont en Afrique, quittent la France pour aller en Afrique. Sur les 4, il y a 2 qui sont lents. En plus qu'il y a 2 qui sont dans les 4 navires, au lieu de naviguer ensemble, chacun fait ce qu'il veut, c'est en mode course. Et le gars qui doit être normalement à la tête de ces 4 navires-là, c'est un gars qui n'a aucune expérience, qui a été mis là juste parce qu'il connaît quelqu'un. Bon, normalement, on sait qu'à la fin, tout finit mal. Il n'y a pas de débat dedans, c'est forcé. À un moment, tout va bien, le navire commence à avancer tranquillement et tout. Mais pour ceux qui sont marins et tout, ceux des amis marins, des proches marins, demandez-leur. Dans l'eau, il y a ce qu'on appelle les bancs de sable. Les bancs de sable, c'est tout simplement lorsque la profondeur de l'eau n'est pas assez élevée. Et normalement, lorsque tu es un marin chevronné, tu sais vers où il y a les bancs de sable. De la même manière qu'un chauffeur de Gbaka sait que là, il y a des policiers, il ne faut pas passer là. Ou là, il y a des trous, on ne doit pas passer comme ça. C'est comme ça que normalement, un marin chevronné, c'est que là, il y a des bancs de sable, il faut contourner. Là, il y a ceci, il faut contourner. Mais notre cher Hugues du Roi, très inexpérimenté, lui, il a oublié certaines choses. Il ne sait plus où sont les bancs de sable et autres. Et là, les gars, ils pensent être un endroit, ils se trouvent à un autre et ils percutent un banc de sable. Et là, ça va. Mais il se trouve que déjà, la trajectoire qu'il a choisie, beaucoup n'étaient pas d'accord avec ça. Parce que soyons honnêtes, quand quelqu'un est choisi pour être mis quelque part et qu'il ne le mérite pas, il y a des personnes qui discutent certaines ordres et autres qui va donner. Donc, pendant qu'ils sont échoués, il y avait déjà, on le dit, 2 marins qui étaient aux arrêts. Parce que simplement, ils disaient que le gars faisait n'importe quoi. Donc, le navire s'est échoué pas loin des côtes africaines. Bon, pas loin, c'est relatif, mais déjà pas loin des côtes africaines, parce que seulement ils ont percuté un banc de sable. Bon, puisque le bateau est immobilisé, les gars ont quand même une idée de génie. C'est-à-dire construire une petite plateforme sur laquelle ils allaient mettre certaines choses pour pouvoir alléger le bateau. C'est comme ça qu'ils ont construit une plateforme d'environ 20 mètres de long et 7 mètres de large. Et dessus, ils étaient chargés de pouvoir mettre certaines choses. Mais déjà, le truc, c'est qu'il flotte très mal parce que c'était construit à l'arrache. Le radeau, pour ne pas dire la plateforme flotte très mal. Et c'est dessus qu'ils décident de faire à mesure de pouvoir mettre certaines choses pour alléger le bateau, permettre en sorte que le bateau puisse un peu sortir de ce truc. Donc là, les gars, ils voient que le bateau ne peut plus avancer, ils décident de faire ça. Mais chose étrange, c'est que ça marche. C'est qu'ils arrivent quand même à se sortir du premier banc de sable. Premier banc de sable, précision de taille. Parce que dès qu'ils arrivent à sortir un peu de là, après 3 jours d'effort, ils percutent un autre banc de sable. Mais cette fois-ci, le gouvernail brisé, démoli, le bateau ne peut plus avancer. Là, ils ont pris la décision immédiatement de pouvoir laisser le bateau et de se chercher, quoi. Le bateau, il est pourri, on se débarrasse de ça, tranquille. Il n'y a plus rien à faire. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. Et donc, puisqu'il faut abandonner le navire, pour ceux qui ont regardé Titanic, il y a ce qu'on appelle les chaloupes et autres pour pouvoir évacuer le navire. Donc, pendant que tout le monde était en train de paniquer et tout ça, parce que là, c'est plus une histoire de pouvoir savoir qui est fort, qui est nul pour naviguer. Non, eux tous ont commencé à paniquer, désespérer. Mais pendant qu'ils paniquaient, les plus gradés sur le bateau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont discrètement répartis les chaloupes. Et à la fin, les moins gradés, ils ont vu qu'il n'y avait plus de place. On leur a dit, bon, démerdez-vous sur le petit truc qu'on a construit là-bas. Essayez de vous débattre là-bas. Donc finalement,
Ce truc qu'on a dit 20 mètres de long et 7 mètres de large, on y retrouve 150 personnes qui n'ont pas assez de grades pour se retrouver sur les différentes chaloupes parce que au lieu de chercher à voir comment évacuer, ils étaient plus en train de paniquer, de perdre la tête parce qu'ils se sont plaints tout le long. Et pour pouvoir faire en sorte que les moins gradés partent sur ce radeau là, parce que bon, grade ou pas, le radeau il flotte à peine simplement avec les marchandises. Donc avec 150 êtres humains, ça serait encore n'importe quoi. Donc déjà, on les menace. Il n'y a pas de demi-mesure. On les menace ou tout simplement on essaie de pouvoir un peu utiliser quelque chose qui est très utilisé en politique pour pouvoir permettre d'amadouer. On leur ment cash. On leur explique tout simplement que les chaloupes vont remorquer le bateau jusqu'à bord et eux ils seront tirés par la suite parce qu'il faut sauver le bateau. Donc les gars ils disent bon, il y a d'autres qui disent ok on y va, il y a d'autres qui disent bon j'ai pas le choix, j'y vais. Et qu'est-ce qu'ils font les chaloupes? Ils sont tous attachés au bateau, à la frégate de la Méduse et ils commencent à tirer le bateau. Et tellement les gars ils sont désordonnés, désorganisés que rien ne va, les chaloupes entre elles ont failli se percuter. Donc il y a une première chaloupe coupe ses cordes et dit moi je me barre. Et ainsi tous ceux qui étaient gradés sur les chaloupes ont décidé de se barrer. Ils ont tous coupé leurs cordes. Et les gars qui étaient les moins gradés et autres qui se retrouvaient sur le radeau, ils voient déjà de un, le radeau en train de chavirer, pour ne pas dire de se promener sur l'eau en train de partir assez loin possible. Et ils voient les chaloupes se barrer. Donc là, ils sont abandonnés eux-mêmes à leur propre sort. Les hommes de pouvoir, ils ont toujours le mot juste pour pouvoir nous foutre dans la merde. Donc là, maintenant, on a notre naufragé qui se retrouve sur cette plateforme de fortune là, qui voient qu'ils sont vraiment dans la merde. Et dès les premiers jours, le nombre de personnes qui vont perdre la vie est impressionnant. Parce que déjà, eux-mêmes ils sont donnés un surnom. Les rats d'eau. Rats comme l'animal et l'eau. Parce que comme tous les rats, on dit les rats fuient le navire, ils ont fui le navire et tout. Et c'est vraiment juste parce qu'ils se retrouvent sur un radeau et c'est vraiment des rats d'eau. Et là, le premier jour, beaucoup de personnes sont mortes. Et finalement, ils ont surnommé cela la machine. Pourquoi? Parce que rappelons que cette plateforme a été construite à l'arrache pour pouvoir normalement décharger le navire de son poids. Et les rondins de bois sont mal attachés entre eux. Et ce qui se passait que tout simplement, il y avait un effet mécanique assez bizarre. C'est-à-dire, étant donné que les rondins de bois étaient mal attachés, il y avait ce truc mécanique qui se passait que les rondins de bois roulaient. Puisqu'il y a des pieds, pour ne pas dire des membres, ou des personnes qui sont sur ce radeau-là, cette rotation-là faisait que certaines personnes avaient leurs membres inférieurs broyés, membres inférieurs, membres supérieurs. Ce qui était pris dans la machine était broyé et cela faisait que beaucoup de personnes ont malheureusement perdu la vie. Donc déjà, ils ont vu délaissés par leur supérieur hiérarchique et ce qui doit normalement les sauver est en train de les tuer. Et pour arranger tout ça, eux-mêmes, ils ont encore enchaîné les mauvaises décisions juste après cela. Et là, maintenant qu'ils sont en train de vraiment souffrir, ils voient qu'ils ont été abandonnés par tout le monde. Que vont faire les équipes, les membres qui sont sur le radeau? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont forcément s'entraider pour pouvoir réussir à pouvoir survivre longtemps et tout? Non, pas du tout. Ils vont faire tout l'inverse. Parce que sur le radeau de fortune qu'ils ont fait, les gars comme provision, notez bien, ils n'ont pas pris de l'eau, non, ils ont pris du vin, de l'alcool, principalement pour pouvoir réussir à se maintenir en vie. Ils ont pris de l'alcool. Eux, boire de l'alcool, c'est plus important que n'importe quelle autre chose. C'est ça qu'ils ont pris comme provision. Et bien sûr, des personnes qui sont obligées de vivre ensemble. Ivres, ça va fortement provoquer des dégâts. Donc déjà, il y a la machine qui les broie, qui les tue. Il y a la faim qui va forcément les achever. La soif qui va les achever. Et aussi, entre eux-mêmes, ils se bagarrent tout le temps. Et tellement cela a été vraiment atroce, on a dit c'était combien? 150 personnes, plus de 150 personnes, 150, 151 qui étaient sur le radeau. Mais finalement, lorsque un navire est venu les secourir, il n'y avait que 15 survivants. What? 10%. Finalement, c'est l'un des bateaux dont on avait parlé au début, qui est la frégate d'Argus, qui vient les secourir et qui découvre cela. Mais le truc le plus marquant, c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient mortes sur les 150 personnes. C'est tout simplement lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu de la viande séchée. Ils ont vu de la viande séchée au haut du mât. Alors qu'à la base, les gars, ils n'avaient pas de viande. Ils sont sur l'eau. Et ça, après, ils se sont rendus compte qu'au fait, la viande séchée, c'était tout simplement leur compagnon d'infortune avec qui ils étaient sur le bateau. C'est glauque cette histoire. C'est-à-dire en définitive, ce que les gars ont décidé de faire, c'est que tout simplement, lorsqu'ils se battent entre eux, ceux qui mouraient tout simplement parce qu'ils se battaient ou parce que
Le truc décidait, la machine décidait de les tuer. Il les jetait par-dessus bord. Et à la fin, ils ont commencé à se dévorer entre eux. Et là, c'était la partie assez bizarre. Parce qu'on sait que l'homme est un loup pour l'homme. Oui, on sait en philo. Mais le cannibalisme, c'est l'une des choses les plus tabous dans l'histoire de l'humanité. Cela démontre un peu le fait que tous ceux qui étaient sur le bateau étaient quand même assez incompétents. Parce que c'est l'enchaînement de mauvaises décisions qui ont fait que déjà, le bateau, il a chaviré. Mais déjà, ceux qui ont le truc, normalement, qui étaient en train de critiquer, normalement, pour montrer déjà aux supérieurs qui étaient déjà les plus gradés, c'est-à-dire prendre des bonnes décisions, en sachant déjà quoi emporter sur le bateau pour pouvoir survivre. Et il y a ce qu'on appelle la règle des 3 pour ceux qui sont en survie. Pour ceux qui font des règles de survie et tout. Et je pense que les marins, normalement, ils apprennent parce que l'une des choses qui peut arriver, c'est de se retrouver seul au milieu de l'eau. Et la règle des 3 dit tout simplement 3 minutes sans respirer, 3 jours sans boire et 3 semaines sans manger. Donc la règle des 3 jours boire et 3 semaines sans manger. C'est la limite de l'être humain, normalement. Et les gars, ils ont fait moins que ça, mais ils ont déjà commencé à se dévorer entre eux. Et c'était l'une des mauvaises décisions parce que tout simplement déjà, boire de l'alcool, ça déshydrate. Donc déjà, ils étaient déjà déshydratés. Et le fait déjà de commencer à manger les déshydratés encore plus. Donc rien n'allait dans le bon sens dans tout ce qu'ils ont décidé de faire. Et sur les 15, finalement, il n'y a que 10. Parce qu'il y a 5 autres qui ont succombé juste après. Parce que l'enchaînement de mauvaises décisions, forcément, ça a des répercussions à long terme. Mais ça, c'est nos gars sur le radeau. Mais on oublie aussi qu'il y a des personnes qui sont quand même restées sur le bateau qui est échoué. Parce qu'il y a une règle d'or qui dit tout simplement chez les marins que tant qu'un navire flotte, on ne l'abandonne pas. Et il y avait en tout 17 personnes qui étaient restées, principalement des marins chevronnés, chaperonnés, qui savaient ce qu'ils faisaient, qui sont restés, ils disent bon ok, le truc n'avance pas, mais au moins on reste là-dessus, on est sûr. Et les gars, ils ont pris c'est le groupe qui a pris la meilleure décision. On parle quasiment jamais, pourquoi? Parce que tout simplement, eux, leur histoire est banale. Les gars, ils avaient des provisions, ils étaient tranquilles, et pour pouvoir éviter la dispute, chacun avait son petit coin pour pouvoir rester seul, isolé. Quand t'es ivre, tu vas te mettre là-bas seul, tu te dessoules tranquillement. Bref, les gars, il n'y avait rien de spécial et tout parce que c'était les plus intelligents. Mais n'oublions pas notre petit groupe de gars qui se croyaient malins, qui sont allés dans leur petit truc tout seuls. Les soi-disant hauts gradés. Et parmi plusieurs hauts gradés qui sont partis sur les chaloupes et tout, les gars, ils ont vraiment connu des trucs difficiles. On n'en parle pas assez, mais ils sont arrivés déjà. Ils n'étaient pas du tout préparés au climat parce qu'ils sont arrivés en juillet. Déjà, c'est l'été là-bas, mais en Afrique, c'est pire parce qu'ils n'ont pas l'habitude, tout simplement. Et il y a eu plein de soucis parce qu'ils ne viennent pas sur un territoire entièrement conquis. Donc, eux aussi ont connu la vie dure. Bref, ça, c'est l'histoire de manière générale concernant l'histoire de la Méduse. Mais l'histoire du tableau en lui-même, déjà, est assez bizarre parce que le peintre qui a décidé de pouvoir faire ce tableau-là, il a aussi bénéficié des malheurs qui allaient avec le tableau. Parce que lorsque Géricault découvre cela, il veut vraiment se lancer pour pouvoir faire un tableau, pour pouvoir vraiment exprimer tout ce qu'il y avait comme émotion là-dessus. Mais le gars, déjà, il s'est endetté énormément pour pouvoir faire ce tableau. Énormément. Jusqu'au point où il était totalement piqué, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et ce tableau a quasiment conduit à sa ruine financière et tout. Parce qu'il s'est endetté pour pouvoir construire un tableau qui était vraiment, qui est vraiment gigantesque et énorme. Parce que le tableau fait 5 mètres de haut et 7 mètres de large. Un peu comme imiter réellement le véritable radeau qui, lui, il est un peu plus grand, mais pour l'imiter un peu. Mais déjà, ce tableau grand et énorme, personne ne voudra l'acheter parce que personne ne voudra de ça dans son musée. Et cette couleur un peu assombrie, un peu triste, c'est avec le temps, à cause de ce qu'il a utilisé comme matériel et tout ça. Mais lorsque l'historien se penche un peu sur l'histoire du radeau de la Méduse, parce que c'est le tableau qui véhicule un peu plus le message, c'est que tout simplement, ces personnes qui voulaient aller coloniser l'Afrique pour apporter eux leur civilisation, étaient les personnes qui manquaient le plus de civilisation. Des personnes qui étaient capables du cannibalisme. C'est-à-dire, vous dites que vous partez voir en griffe des personnes qui ne sont pas civilisées, pas développées, des sauvages en griffe et tout. Mais eux, ce qu'ils ont fait est encore pire. Et certaines personnes disent que heureusement qu'ils sont pas arrivés. Parce qu'ils imaginaient ces personnes avec ces mentalités-là arriver. Qu'est-ce qu'ils allaient faire comme truc atroce et horrible arriver sur le continent africain. Et un peu l'exemple de la société et tout qui a été refait dans le tableau qu'on retrouve dans Suspect 95, ça montre que tout simplement, si à la tête on a des personnes qui sont pas à leur place, et que nous qui sommes simplement le peuple, on fait rien pour pouvoir s'aider nous-mêmes personnellement, on va finir comme ceux du radeau. On va finir déjà de 1 à l'abandon, et de 2 si on ne s'entraide pas entre nous, on va se manger entre nous-mêmes et finir par s'entre-dévorer. Et c'est de là que vient un peu le titre Société Suspecte.
Je pense que le directeur artistique a directement pensé à ça dans le but de pouvoir véhiculer vraiment ce message fort. J'espère sincèrement que j'ai pu raconter cette histoire de la meilleure des manières. C'est la première fois que je fais cela sur la chaîne, donc excusez si j'ai pas pu le faire correctement. Avec le temps, peut-être je vais y arriver correctement. Mais c'est la première fois pour moi de raconter une histoire, et une histoire qui vient pas vraiment du continent. Donc je dois faire beaucoup de recherches, collecter beaucoup d'informations de gauche à droite et tout, pour pouvoir assembler tout ça pour avoir un truc assez logique. Bref, cette histoire-là que je tenais à vous raconter, et le tableau lui-même est exposé en France dans le musée du Louvre. Et les gens payent super cher le tableau original. Les gens payent super cher pour aller le voir et lui-même et tout. Déjà, c'est pour un public averti parce qu'il y a des scènes assez gore. Mais c'est vraiment le reflet de ce qui se passe dans la société. Pour ceux qui veulent faire un petit résumé du rapport entre ce tableau et la société actuelle, vous le faites en commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire, de vous relire et tout ça. Et on se tient pour une toute prochaine vidéo. C'était votre gars sur Jeff, votre petite histoire du jour. Si ça devient assez intéressant, peut-être je vais faire à chaque fois une histoire par semaine. Et vous me donnerez des thèmes et autres qui vous intéressent pour qu'on puisse partager cela ensemble. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo concernant cette fois-ci la musique. Et on va essayer de faire 2 vidéos par semaine. Sur ce, masse de likes, masse de partage. On se retrouve vendredi pour une toute prochaine vidéo. Et sur ce, bye, Jeff. Cordialement, Jeff. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub archiduc, prends des ailes sans bois de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.